Salut à tous, en réécoutant notre live sur The Conjuring 2 avec comme invité Jérémy Royaux, j'ai eu envie de chercher des réponses à certaines questions soulevées et revenir sur des erreurs ou approximations. J'ai déjà placé des annotations sur la vidéo, mais ceux qui ont regardé le live en direct ou qui l'ont écouté sur tablette ou smartphone n'y ont pas eu accès. Le premier point sur lequel j'ai voulu chercher des précisions, c'est sur la vidéo de Nota Bene sur Braveheart. J'en parlais en rapport aux déformations excessives de la réalité qu'on peut retrouver dans des films pourtant tirés de faits réels. Mes souvenirs étaient approximatifs et j'ai voulu vérifier ce que je disais. Mais pour bien faire les choses, je suis allé chercher des sources extérieures. Pendant le live, j'ai expliqué que la reine amoureuse de William Wallace n'avait pas vécu à la même époque, et qu'elle n'avait même jamais mis les pieds en Grande-Bretagne. Je me trompais en partie, preuve que notre mémoire déforme les souvenirs pour les faire coller à notre vision des choses. Il s'avère que lors de l'épopée de William Wallace, Isabelle de France était âgée d'environ 3 ans. Elle a donc vécu à la même époque, mais pas autant que ce que le film veut nous faire croire. Aussi, elle n'est arrivée en Écosse que plusieurs années après la mort de Wallace. Donc elle a bel et bien vécu sur les lieux, elle a effectivement été mariée à Édouard II d'Angleterre, mais après la mort de Wallace. Dans le film, elle est présentée adulte et amourachée du grand héros écossais. Alors, pour le coup, c'était un mauvais exemple de ma part, car on peut très bien considérer qu'il s'agit là d'un arrangement à des fins narratives hollywoodiennes. Chacun sera juge de la pertinence des modifications en revanche. Par contre, là où c'est moins justifié, c'est que William Wallace est présenté dans le film comme le véritable père d'Édouard III, ce qui est totalement absurde historiquement parlant, d'autant plus qu'Édouard III est né 6 ans et demi après la mort de Wallace, et c'est totalement injustifiable d'un point de vue narratif, c'est juste bon à apporter de la confusion quant à la dynastie des Plantagenets. Ensuite, parlons plus précisément de The Conjuring 2 et du cas Enfield. J'avais émis un doute concernant la ventriloquie. Dans le live, je suis surpris que cette technique soit associée à une voix rauque et caverneuse comme celle qu'on peut entendre dans l'enregistrement original pendant le générique de fin du film. C'est vrai que nous avons plus l'habitude d'entendre des voix aiguës et rigolotes lors des spectacles de ventriloquie. En cherchant dans mes sources, il s'avère que la personne qui a fait ce diagnostic est Ray Allan, un célèbre ventriloque anglais. Je pense qu'il s'y connaît mieux que moi sur le sujet. Maintenant, ça pourrait être un argument d'autorité, et les spécialistes ne sont pas à l'abri des biais, son jugement aurait pu être altéré par son refus de croire en une possession par exemple. J'ai donc cherché plus loin, et je suis tombé sur un mémoire d'autophonie dirigé par le docteur C. Simon de l'Université de Lorraine qui analyse les techniques de ventriloquie. Vous trouverez le lien dans la description. Intitulé La voix du ventriloque, ce mémoire réalisé en 2000 par Alexandra Kuipers associe dans un premier temps ces techniques aux arts du spectacle, de l'illusion. Je cite: « Il faut que la voix ventriloquée soit bien distincte de celle du ventriloque pour renforcer davantage l'illusion. C'est pour cette raison que le choix des voix se porte sur des voix aiguës, nasillardes ou nettement plus graves. L'illusion est plus forte, le spectateur suit facilement les échanges du dialogue et le ventriloque joue réellement 2 rôles bien distincts dans son spectacle, ce qui lui permet d'aller d'une voix à l'autre plus aisément car elle renvoie à des images mentales et corporelles, des sensations acoustiques et vocales très différentes. » Ainsi, les voix graves sont possibles, et même si par ailleurs elles sont notées comme étant techniquement plus complexes à réaliser, le choix d'une telle voix de la part de Janet n'est pas anodin. D'une part, elle semble évidemment plus proche de l'idée qu'on peut se faire d'une voix démoniaque, surtout depuis le film L'Exorciste, mais aussi elle vient troubler de par sa grande différence avec une voix d'enfant. Au niveau de l'impact de l'effet, c'est le meilleur choix. Plus loin, le mémoire tente de définir le son produit par une technique de ventriloquie spécifique qui décrit plutôt bien ce qu'on entend sur l'enregistrement. Le mécanisme Fry, très grave et peu sonore. En rapprochant seulement la partie postérieure des arythénoïdes, en détendant les cordes vocales et en utilisant une pression sous-glottique faible, on produit une voix qui ressemble à une sorte de râle mourant. Il semblerait donc que la voix de Janet puisse s'expliquer autrement qu'avec des raisons paranormales, d'autant plus que les 2 enquêteurs principaux, Gross et Playfair, notent dans leur compte-rendu que les lèvres de la jeune fille semblaient à peine bouger. Le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'était la capacité de notre cerveau à créer des illusions, même lorsqu'on laisse un esprit. Connaissez-vous la paralysie du sommeil? Lorsque nous dormons profondément, lors de la phase du sommeil paradoxal, le corps est en atonie musculaire, c'est-à-dire que les muscles sont en mode off si vous voulez. Ça évite de bouger constamment pendant nos rêves les plus profonds. Il arrive pourtant que pour une raison ou une autre, nous nous réveillons dans cet état, incapables du moindre mouvement. C'est alors que dans certains cas, des personnes ont pu apercevoir un être, généralement une vieille dame souvent qualifiée de sorcière, assises sur leur poitrine, tentant parfois de les étrangler. En réalité, il s'agit là d'une hallucination due à notre cerveau qui tente de rationaliser ce qu'il ressent mais n'explique pas quand on se réveille paralysé. Ce n'est pas normal. Et si on panique, on peut atteindre un stade similaire à celui d'une crise d'angoisse, dont les symptômes sont entre autres la sensation d'étouffement, de souffle coupé. Le cerveau associe donc son état paralysé à celui de la sensation d'étouffement et lui trouve une explication qui correspond à sa vocation première d'organe de survie, il pense qu'on essaye de nous tuer.
Et de là, il va créer une illusion qui va confirmer cette déduction spontanée, afin de faire coller le réel à ceux qu'il croit. C'est certainement un des cas les plus remarquablement spectaculaires du biais de confirmation. Donc, quand on sait ce que le cerveau est capable de créer comme impression et illusion quand il interprète, vous imaginez bien que des gens qui ont envie de croire au paranormal, et qui pensent vivre dans une maison hantée, peuvent voir des choses partout et tout le temps.